Salut à tous, aujourd'hui avec Stéphane, on va vous parler de la troisième étape de la Diamond League qui avait lieu à Doha au Qatar ce week-end. Il y avait quelques athlètes françaises notamment qui étaient présentes avec Léonie Guillaume, Agathe Guillemot et le retour en Diamond League de Shelly-Ann Fraser qui a été battue malheureusement pour elle. Pour avoir toutes les infos, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Et ouais Stéphane, après avoir passé quelques semaines en Chine avec les deux premières Diamond League, les championnats du monde de relais la semaine dernière, les athlètes internationaux ont pris l'avion pour Doha au Qatar pour la troisième étape des 15 Diamond League de l'année. Ils se sont retrouvés dans le stade qui avait accueilli les championnats du monde de Doha en 2019. C'est un stade qui était quasiment vide hier, c'était un peu triste à voir, ça changeait un petit peu des stades en Chine où qui étaient vraiment garnis, très remplis. C'est une très belle infrastructure ce stade, mais vide, ça sonne creux. Il y avait une ambiance assez bizarre, un petit peu à l'image de l'ambiance qu'il y avait au championnat du monde de 2019 à Doha déjà, avec un public qui en fait n'est pas du tout connaisseur, qui n'encourage que les Qataris et qui comprennent un petit peu rien à ce qui se passe. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut pas s'inventer une culture athlétisme pour ces pays émergents qui ont envie de promouvoir le sport, de faire des grands rassemblements, des grandes manifestations. Mais bon, le public, ça va prendre du temps pour qu'il se mette à la culture athlétisme. Un facteur hyper important de cette compétition hier à Doha, c'est le vent et la chaleur. Donc il faisait très chaud. Je sais que le stade en 2019, moi j'y étais à Doha et il était climatisé, c'est-à-dire qu'à l'extérieur il faisait 45 degrés. On rentrait dans le stade presque le soir, il fallait avoir une petite laine parce qu'il faisait frais, il faisait 15-20 degrés, c'était hyper agréable. Mais là hier j'avais l'impression que les athlètes avaient très chaud, donc je sais pas si la clim marchait encore ou s'il l'avait fait fonctionner. Et par contre il y avait un vent assez perturbant pour les athlètes. On en reparlera un petit peu plus tard, notamment pour les courses de demi-fond et le tour de piste. Le plateau de cette Diamond League à Doha, il était un peu moins fourni qu'en Chine. Il n'y avait pas de très très grandes stars actuelles, en tout cas de l'athlétisme. Il y avait Shelly-Ann Fraser-Pryce qui faisait son retour en Diamond League. On va en parler un tout petit peu plus tard, mais franchement, le plateau, il faisait pas rêver. Alors pourquoi est-ce que le calendrier, est-ce que ça tombait mal dans le calendrier? Est-ce que la concurrence avec le Grand Slam Track de Philadelphie qui arrive la semaine prochaine était trop importante. Les athlètes de la piste ont peut-être préféré se consacrer au Grand Slam Track, je sais pas. Et une question qu'on peut se poser aussi, et ça avait déjà été le cas en 2019 lors des championnats du monde, est-ce que des athlètes un petit peu boycottent Doha, le Qatar, par rapport à l'éthique et aux droits de l'homme qui sont qui sont complètement bafoués au Qatar. Voilà, je sais pas, c'est des questions qu'on peut se poser légitimement aujourd'hui quand on a vu le plateau qu'il y a eu, même l'engouement qu'il peut y avoir. Alors il y a eu quelques perfs, hein, on va en parler avec Stéphane, mais c'était pas l'étape Diamond League dont on va se souvenir en 2025, ça c'est une certitude. Et en plus, Alex, il faut quand même souligner qu'il manquait quand même la star qatari, c'est-à-dire Barshim. C'est-à-dire que Barshim, pas de saut en hauteur, il a organisé un petit meeting de son côté avec des grosses primes, on reviendra là-dessus, mais franchement, il manquait Barshim pour vraiment dynamiser ce stade qui n'était pas forcément un public de connaisseurs. En tout cas, Guillaume Milionis, la française, elle va finir troisième dans gros concours de triple saut, donc on est super content de la revoir à ce niveau-là. Elle nous avait laissé sur une note allée un tout petit peu amère aux Jeux Olympiques à Paris. Au triple saut, elle avait fini quand même troisième aussi des championnats d'Europe à Rome, ça c'était super. Là, elle finit troisième d'un gros concours, derrière Riquette, la Jamaïcaine, et Théa Lafont, la championne olympique en titre à Paris. Guillaume Elonis, troisième, c'est une super rentrée en 14,20 m. Alors, tous les sauts ont été mesurés avec trop de vent, de vent d'eau. Malheureusement, les conditions n'ont pas été optimum pour ces filles-là, mais 14,20 m, c'est une très bonne rentrée. Elle finit troisième du Dynamo League, c'est la première fois qu'elle finit à cette place-là. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'elle a sauté sur 12 foulées lancées. Là où d'habitude, elle saute sur 18 foulées arrêtées. Là, elle a fait 12 foulées lancées. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le triple saut, moins on prend d'élan et moins normalement on va aller loin. Il y a des contre-exemples forcément, mais entre 12 et 18 foulées,
on estime à 50-60 centimètres d'écart, donc ça veut dire qu'elle fait une super rentrée sur 12 foulées lancées. À noter qu'avec 14,20 m, elle réalise pas les minima pour les championnats du monde, qui sont de 14,28 m pour Tokyo en septembre. Dans tous les cas, il y aurait eu trop de vent parce qu'elle est à plus 3,4 mètres secondes de vent. Mais il lui manque un tout petit peu pour faire les minima, mais c'est quand même une rentrée plus que correcte pour Guillaume Ilionis, et ça, c'est super de la revoir à ce niveau-là. Ouais, c'est une belle entrée en matière pour elle qui avait été un petit peu en galère cet hiver sur ses courses d'élan notamment déjà. Donc peut-être que c'est ce qui a motivé son changement d'élan. Peut-être elle va faire du lancer, de la prise d'élan lancée maintenant alors qu'avant elle était arrêtée. Ou alors c'est juste un essai comme ça pour voir. On verra pour la suite de la saison. À noter quand même dans ce concours la présence de Ivana Spanovic, une athlète qu'on connaît pour certains depuis très longtemps, qui est spécialiste du saut en longueur, qui s'est mariée entre-temps, qui s'est appelée Ivana Vuleta, qui a divorcé, qui se réappelle Ivana Spanovic. Voilà, ça c'était pour la petite info pour ceux qui se demandaient qui était cette Ivana. Donc Spanovic, Vuleta, c'est la même personne, mais elle se réappelle Spanovic, donc c'est la Serbe, et qui retente un petit peu l'expérience sur le triple, parce qu'on avait vu en 2022 qu'elle avait fait deux concours de triple, dont un à 14,24 m, donc c'est une vraie belle perf, 14,24 m. Et là, on peut penser qu'elle va reprendre le triple saut. Et donc la présence de Spanovic, mais l'absence dans ce concours de Marina Beck-Romanchuk. On en a parlé cette semaine un petit peu partout dans les médias. Elle a été contrôlée positive à la testostérone. Elle devait être à Doha normalement dans ce concours de triple saut. Elle a été désengagée naturellement puisqu'elle est suspendue maintenant. Et ben voilà, moi je sais pas, dites-nous ce que ça vous fait de voir ces athlètes là. On sait que Marina Beck c'était une athlète qui avait comment dire une certaine fame auprès du public. C'est une athlète qui faisait du saut en longueur, qui a eu des médailles européennes, mondiales, que ce soit au saut en longueur et au triple saut. Mais malheureusement pour elle, elle est tombée. Et j'ai envie de dire heureusement pour ses adversaires, parce que ben, les tricheurs, il faut les trouver, les débusquer et surtout les punir. Donc c'est une bonne chose, mais moi je tombe un peu de haut quand même. Ça me fait quelque chose. Effectivement, on s'y attendait pas forcément pour Marina Beck, mais n'empêche que le triple saut va se porter mieux si les autres sont pas dopés et qu'elle était dopée. C'est forcé de faire ça, mais il faut le faire en tout cas. Agathe Guillemot, c'était la deuxième française engagée sur la Diamond League. On n'avait que deux françaises engagées pour cette édition-là au Qatar. À Doha, Agathe Guillemot qui a fait aussi une très très bonne rentrée sur 1500 mètres en Diamond League. C'est là aussi son meilleur classement en Diamond League pour Agathe, comme Ilionis. Là, elle finit cinquième d'une très belle course sur 1500. Elle finit en 4 minutes 08. C'est pas un super chrono. On s'attendait tous à ce qu'elle puisse passer sous les 4 minutes. C'était ce qu'elle avait annoncé pour essayer de se rapprocher des minima pour les championnats du monde qui sont de 3 minutes 59 et 37 centièmes. Mais franchement, la course a été très compliquée. La chaleur, le vent, une lièvre qui a pas forcément fait ce qu'il fallait, les filles qui ont pas forcément suivi aussi la lièvre. Un passage très lent aux 800 mètres en 2,12 pour la lièvre, mais 2,18 pour Agathe. Ça veut dire qu'aux 800 mètres, elle passe en 2 minutes 18. Les connaisseurs qui vont nous écouter vont se dire, oh là là, c'est beaucoup trop lent pour faire moins de 4 minutes. Évidemment, c'est des allures pour faire 4 minutes et 17 secondes. Donc là, beaucoup trop lent pour que on puisse faire un chrono en moins de 4 minutes. Sur cette course-là, c'est Shepchirchir, la Kenyane, qui finit en 4,05 et qui gagne. Pas un gros chrono là non plus. On va s'attarder un peu plus sur Agathe Guillemot et sur ses résultats parce que la course était pas folle. Elle finit quand même cinquième en 4 minutes 08. Ça, c'est pas mal, mais franchement, on s'attendait à beaucoup mieux. Ricky, l'anglaise qu'on a déjà vu depuis quelques saisons sur 1500, qui finit là aussi troisième en 4 minutes 07. Agathe Guillemot, deuxième européenne, c'est la seule chose qu'on peut retenir d'intéressant, et cinquième d'une grosse course, mais on attend de voir une Agathe Guillemot dans une course rapide, une course pas de championnat mais une course de meeting, pour essayer d'aller chercher ses minima le plus vite possible et se débarrasser de ça. Ouais, bah, de toute façon, ça va être le fil rouge un petit peu de ce podcast, c'est les conditions climatiques, notamment le vent de Doha hier. Et c'était pas à l'avantage des athlètes sur les courses. On le sait, quand il y a du vent, même s'il y a des lièvres, bah, c'est compliqué, on ralentit, et c'est clairement ce qui s'est passé pour cette course-là, et on va le voir pour d'autres courses aussi. Mais il y a des disciplines, on le sait, pour lesquelles le vent peut être un atout et aider la performance. Et c'est le cas du javelot. Et sur le javelot masculin, hier, on a eu droit à un concours
assez sympa. Avec dans les engagés, il y avait 5 gars qui avaient un record à plus de 90 mètres avant le concours. Et il y en a aucun qui a fait 90 mètres de ces 5 gars. Par contre, il y a 2 nouveaux gars qui ont lancé à plus de 90 mètres. C'est l'Allemand Julian Weber qui a fait 91 mètres 06, qui gagne le concours devant l'Indien Neeraj Chopra, véritable légende dans son pays, véritable icône, qui lui dépasse les 90 mètres aussi pour la première fois avec 90 mètres 23. Lui qui avait un record à 89-94 et qui tournait autour des 90 mètres depuis vraiment longtemps déjà. Il faisait 88, 89 à tous les grands championnats. Et Chopra, c'est une légende dans son pays, on l'a dit. C'est vraiment une star internationale chez lui, mais il est en train de se fabriquer un palmarès vraiment intéressant puisque Chopra, c'est quand même le champion olympique de Tokyo. On se souvient, ça avait fait la belle histoire. Vice-champion olympique à Paris, il a été champion du monde entre-temps à Budapest, je crois, vice-champion du monde à Eugene. Il a un palmarès vraiment long comme le bras et maintenant il a un record à plus de 90 mètres. Donc vraiment, je pense qu'il s'inscrit dans les légendes du lancer de javelot. Et on en parlait donc tout à l'heure, le vent au javelot peut vraiment permettre de faire planer le javelot si on a le vent un petit peu, si on prend bien le vent, si on arrive à mettre la pointe dans l'axe du javelot et se servir des éléments comme ça. Il y en a qui ont bien réussi, ces deux-là. Mais à côté de ça, après, les perfs ont été un petit peu moyennes avec des performances à 85 mètres et moins. Donc, deux gars qui ont bien tiré leur épingle du jeu et ça fait plaisir de parler un peu de lancer sur ce podcast. C'est rare. Complètement. Et puis on a vu l'image de l'Allemand Weber qui était super content d'avoir réalisé cette performance-là. On aurait dit qu'il s'y attendait pas. Et ça, je trouve ça super à noter. Chopra, tu dis c'est une légende, mais c'est une légende même sur les réseaux sociaux aussi. C'est une star de cinéma en Inde. Il a plus de 9 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a très peu de sportifs. Et alors en athlée, je pense que peut-être Bolt, mais à part ça, Non, même pas, je même pense. pas. Ouais, Ah je sais ouais, pas. bon bah peut-être que c'est la star vraiment des réseaux sociaux. Aussi 9 millions d'abonnés. Rendez-vous compte s'ils partagent la chambre d'appel, ce serait super intéressant, ça c'est sûr pour nous faire connaître. En tout cas, le vent a beaucoup aidé, tu l'as dit, et j'espère vraiment revoir aussi le Pakistanais qu'on avait vu tous les deux avec Alex aux Jeux Olympiques à Paris dans les tribunes. Il fait 94 mètres ce jour-là et c'était un lancer formidable et j'espère vraiment revoir tous ces athlètes-là au meilleur niveau, que ce soit à Tokyo ou sur un gros meeting, parce qu'on peut aller chercher peut-être, on en parlait, le record du monde du javelot 98 mètres 48. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années que certains athlètes tournent autour, comme Thomas Roller, et on n'y arrive pas. Et il faut aller battre ces records-là pour que les stades s'agrandissent. Ouais, bon, on l'a vu avec les lancers de disques cet hiver, dans des Ouais. conditions de vent très favorables, les records du monde tombent. Au javelot, on peut aussi imaginer avoir des concours dans des conditions exceptionnelles. Hier, je pense qu'on était sur un concours avec des conditions exceptionnelles, mais voilà, on était en début de saison, donc ça a peut-être pas encore permis de s'exprimer à 100%, mais je pense que ça va être intéressant la saison du javelot masculin en tout cas, et même féminin. On en avait déjà parlé aussi un petit peu. Il y a des filles qui lancent très loin en ce moment, donc le javelot mondial se porte bien. Il y avait également le 100 mètres féminin avec le retour en Diamond League de Shelly-Ann Fraser-Price. Alors Shelly-Ann Fraser, ça faisait depuis 2022, depuis Zurich en 2022, en septembre 2022, qu'elle n'était pas apparue en Diamond League. Alors ça paraît fou parce qu'entre-temps, elle a quand même couru, mais elle faisait plus de Diamond League. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle a eu des problèmes avec l'organisation ou peut-être qu'elle voulait rester beaucoup dans son pays. On a vu l'année dernière, elle est restée en Jamaïque pour préparer les JO de Paris. Et là, donc, elle faisait son retour. C'était un retour en fanfare, hein. C'était la star du meeting, si on met de côté un petit peu Barchim, le local de l'étape. Et chez Anne Fraser-Price, elle s'est fait battre. Elle finit quatrième de la course en 11,05. Derrière Tia Clayton et Tina Clayton, deux sœurs jumelles. Les parents, ils se sont pas fait chier, hein. Tia et Tina. Allez, ça devait être dur à la maison pour les différencier. Bref, Tia Clayton, Tina Clayton, deux filles qui sont de 2004, donc elles sont espoir 2, elles sont très jeunes, elles ont été fortes très très jeunes, notamment Tina qui finit deuxième hier en 11,02 derrière sa sœur jumelle Tia en 10,92, mais Tina Clayton, il faut savoir que son palmarès à son âge là, à peine 20 ans, elle est déjà 4 fois championne du monde junior. Elle a gagné le 100 mètres 2 fois à Nairobi et à Cali en 2021 et en 2022. Et pareil, le 4 fois 100 mètres, les 2 années, elle le gagne aussi. Le 4 fois 100 mètres, elle le gagne avec qui dans l'équipe? Avec sa sœur jumelle. Et il faut savoir que ces filles-là, donc à Nairobi en 2021,
c'était les championnats du monde junior, mais elles étaient cadettes 2. Ça veut dire que Tina Clayton, elle est championne du monde junior à Nairobi en 2021, alors qu'elle est cadette 2. L'année d'après à Cali, elle est championne du monde junior, alors qu'elle est junior 1. Elle court en 10,95 en junior 1, Tina Clayton. C'est des filles on attendait qu'elles émergent vraiment au plus haut niveau, notamment Tina. Et là, c'est Tia qui remporte l'étape de Doha. Tia Clayton, elle avait déjà gagné à Chorzo l'an dernier en 10,83 avec un peu trop de vent. Là, le vent, hier, par miracle, il est régulier, plus 2,00. Donc, il est légal. La perf est homologuée, 10 secondes 92. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. C'est une très belle performance pour cette jeune fille qui, en plus, avec sa sœur, ça doit être sympa de partager ça avec sa sœur jumelle. Je pense que c'est assez inédit et ça fait des belles histoires. À noter quand même que les sélections jamaïcaines s'annoncent super chaudes parce que Shelly-Ann Fraser-Price fait donc quatrième de la course en 11,05. Il y a Shericka Jackson qui, on l'a vu, revient, recourt et va prétendre à une place pour Tokyo. Ça va être chaud pour Shelly-Ann Fraser-Price de faire sa dernière saison. Là, c'est pas la course des mamans de l'école de son fils. Là, elle gagne pas avec 50 mètres d'avance. Donc, va falloir s'accrocher pour toutes ces filles. Non, franchement, mais quand même, Shelly-Ann Fraser-Price, elle a 38 ans et elle fait sa première course de la saison, on va dire, dans un grand meeting, 11,05. Elle fait 11,05. Avec l'expérience qu'elle a et le nombre de chronos qu'elle a fait en 10,70 et moins, franchement, si elle arrive à redescendre en 10,85 cette saison, c'est exceptionnel de faire ça à 38 ans. Et cette fille-là, j'espère vraiment la voir aussi au championnat du monde avec ces deux jeunes filles là que tu disais que moi je découvre aussi, que je connaissais très peu. Et franchement, je suis très impressionné même par leur façon de courir, leur peps, leur envie. Et j'espère qu'elles vont être invitées dans toutes les Diamond League. À noter également que Amy Hunt, l'anglaise, a explosé son record aussi. Elle passe de 11,12 à 11,03. Et c'est aussi une anglaise qu'il va falloir peut-être prévoir dans des grands championnats. Pourquoi pas des finales. Peut-être pas sur le podium, mais attention à Amy Hunt, elle est en train de se dévoiler petit à petit. Et c'est un peu mon petit coup de cœur là depuis quelques années parce que j'aime bien son style et je trouve qu'elle court vachement bien, elle est en train de progresser très vite. Et attention peut-être au moins de 11 pour la prochaine course. Aussi à souligner Kambouji qui enchaîne les courses avec avec une très grande difficulté, j'ai envie de dire, déjà pour les finir, et avec des chronos très étonnants. On l'avait vu vachement à son aise cet hiver, un mois et demi après, ou même pas un mois après, Kambouji, très compliqué. Là, aujourd'hui, elle finit huitième de la course à Doha, 11,49. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de lui poser la question, on ne comprend pas pourquoi s'aligner sur des meetings là, hormis aller chercher un chèque, je vois pas comment c'est possible. Ouais, encore, le chèque, il doit pas être fou, hein. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'elle ait des primes d'apparition et la 8e place en Diamond League, c'est 1000 balles, je crois. Donc bon, si elle fait ça pour ça, c'est triste. Non, je pense que elle est pas prête, mais elle prend ça comme de la prépa. Elle est un peu coutumière du fait, hein. Elle rentre souvent dans des chronos moyens, on va dire. Mais là, c'est vrai que c'est pas moyen, c'est médiocre. C'est très moyen. C'est nul. Donc bon. On va voir la suite de sa saison. Tu l'as dit, elle était performante il y a un mois et demi. Il n'y a pas de raison que, à mon avis, là, elle est dans un gros cycle de travail. Elle n'est pas du tout en forme et la saison est très longue. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment un gros écart entre ses perfs actuels et ce qu'elle va être capable de faire au mois de septembre. En tout cas, on l'espère pour elle. Tu l'as dit, Shelly-Ann Fraser-Price, 38 ans. Les deux Clayton, elles en ont 20. Donc presque Shelly-Ann Fraser-Price pourrait être la maman des deux petites Jamaïcaines. Et il y en a un autre qui est très jeune aussi et qui avait été champion du monde en 2021, champion du monde junior à Nairobi en 2021, c'est Tebogo. Depuis, il a explosé. Il est champion olympique du 200 mètres cet été à Paris. Et là, hier, il était aligné sur le 200 mètres, donc sa discipline de prédilection. Il remporte la course en 20-10 devant l'Américain Lindsey Courtney. Alors, hier, c'était pas la course du siècle, 200 mètres, voilà, 20-10, 20-11, dans des conditions qui étaient plutôt bonnes. Mais Tebogo, quelle aisance. Il, il me fait penser vraiment, faut pas trop comparer, mais il me fait penser à Bolt dans sa façon de courir. Il y a un tel relâchement du haut du corps, les jambes tournent un peu toutes seules, et le haut du corps est tellement facile. Et là, il gagne en 20-10, il relâche dans les 15 derniers mètres. On est à peu près sûr et certain que s'il avait poussé son effort jusqu'au bout, il aurait fait moins de 20 secondes, et là, on aurait dit, ouais, c'est vraiment une belle course. Mais voilà, moi la question que je me pose avec Tebogo, Stéphane, je vais te la poser même.
Donc il se préserve un petit peu, Tebogo. Alors est-ce que c'est quoi? C'est de l'arrogance, c'est de l'assurance ou c'est un manque de respect pour ses concurrents? Parce qu'on le voit, il tourne la tête et il chambre un petit peu Lindsay Courtenay qui est à sa droite. Qu'est-ce que t'en penses toi, Stéphane? Bah, je pense qu'on est là pour donner notre avis. Et moi, mon avis, c'est que là, il est en train de changer un peu de cap, changer un peu de personnalité. Et moi, j'aime pas ça. Franchement, je le dis, j'aime pas ça. Quand il était jeune, il avait toujours un peu ce côté de jouer. C'était du jeu. C'était pas de la moquerie. C'était pas de l'arrogance. Et là, j'ai l'impression que quand même, ce geste un peu de la tête, il tourne, il regarde, alors qu'il se fait, enfin, il gagne pour un centième. C'est rien. Je pense que l'autre qui aurait un tout petit peu mieux cassé, il aurait fini deuxième, Tebogo, il aurait fait la gueule. Là, je pense que c'est plus de l'arrogance, c'était un peu plus pour rabaisser l'autre. J'ai pas forcément aimé cet état d'esprit-là. Il a dit en interview que c'était une de ses dernières courses pour s'amuser et qu'après il savait qu'il allait avoir de la concurrence. Donc là, le fait de dire ça, je trouve ça un peu arrogant aussi. Pourtant, j'adore Tebogo et avec Alex, on est d'accord là-dessus que si on devait comparer Noah Lyles et Tebogo, même si moi j'adore Noah Lyles sur la folie qu'il a sur le peps, Tebogo, il a une classe aussi, il a quelque chose de fou. Mais là, il est en train de tomber dans un show un peu à l'américaine que j'aime un tout petit peu moins. Ça fait 2-3 fois qu'il le fait. Au Botswana, il l'avait fait aussi chez lui. J'aime pas trop cette façon de faire. Maintenant, voilà, il a encore de la classe, évidemment, il en aura toujours. Il fait 20-10. S'il va au bout de son effort, il fait peut-être 19,90, 19,80, mais je le trouve pas aussi saignant que l'année dernière. J'espère que ça va aller mieux et qu'il va nous sortir de très très grosses courses parce qu'on le sait, on l'avait dit avec Alex au tout début de la chaîne La Chambre d'Appel, Tebogo, il peut battre le record du monde d'ici quelques années. Attention au chemin qu'il va prendre. S'il a besoin d'un conseil, on va lui en donner. Mais il faut qu'il se mette un peu dans le kiff, dans le jeu et pas dans l'arrogance. À noter quand même que ces temps de passage, ils sont sortis sur le site de la Diamond League et ça, c'est plutôt intéressant. On va les analyser assez vite fait. On sait qu'il passe en 10,37 au 100 mètres. C'est le même temps qu'avait passé Ben Narek, il me semble, au Grand Slam Track. Et au 150, 15,03. 15,03 au 150. C'est très bon, mais il est déjà passé beaucoup plus vite. L'année dernière, il a été passé en 14,7 ou 14,8 l'année dernière, Tebogo, donc il faut qu'il améliore un peu sa sortie de virage. Ouais, tu le dis, un petit peu d'arrogance chez Tebogo, mais en vrai de vrai, c'est pas si nouveau que ça, parce que déjà en 2021, quand il gagne le 100 mètres des championnats du monde junior à Nairobi, je me souviens très bien que dans les 15 derniers mètres, C'est vrai. il s'était retourné, il avait montré du doigt la concurrence, genre vous êtes où, qu'est-ce que vous faites? Et il avait fait, je crois, 9,91 ou 93, je sais plus exactement le chrono, mais c'était une perf énorme. Et moi, je me souviens que ce jour-là, j'avais dit, lui, il va être champion olympique à Paris en 2024. Et bon, je pensais que ça serait sur 100 mètres, mais finalement, c'est sur 200 mètres qu'il l'a été. Mais vraiment, c'était un phénomène. C'est toujours un phénomène. Mais je pense que là, voilà, il a toujours cette arrogance. Mais bon, à l'époque, il était junior, donc ça passait. On se disait, oh, c'est rigolo, c'est un enfant. Mais maintenant, et c'est un adulte, il est champion olympique, donc il a un certain statut, et ça passe peut-être un peu moins bien. Il faut noter en plus qu'il a un petit peu, l'année dernière, il avait un peu critiqué Noah Lyles en disant, ouais, moi, le show, l'américaine, je préfère parler sur la piste, ça m'intéresse pas, tout ça. Et en fait, il tombe un petit peu dedans aussi, peut-être malgré lui. Donc, en fait, on sait pas si c'est son personnage ou si c'est sa personnalité. C'est ça qui est un peu bizarre avec les Tebogo. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Mais comme tu l'as dit, il a annoncé que maintenant c'était fini ses courses d'entraînement. Et ça s'est vu que vraiment il était en rodage ces dernières semaines. Les 100 mètres qu'il a fait en Diamond League en Chine, voilà, il montait en puissance tranquillement, mais on sentait qu'il était en train de travailler. Le 200 mètres au Botswana, pareil, c'était du travail. Moi, je pense qu'il en a vraiment beaucoup en réserve dans les jambes et que ça peut finir par faire, tu l'as dit, le record du monde. Moi, cette année, je le vois vraiment être très 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 fort, Tebogo, et je trouve qu'il mène bien sa barque pour l'instant. Donc tu es en train de dire qu'il va battre le record du monde cet été. Ouais, je le dis, ouais, à Tokyo, la piste elle est ultra rapide. Ok, c'est noté. Prenons les paris, mais ce serait exceptionnel de voir un record du monde sur 100 ou sur 200. Ça permettrait aussi de renouveler un peu cette génération-là et ce serait top. En tout cas, il y a une nouvelle génération aussi qui se crée dans une autre discipline. Et Tebogo, lui, ne pourrait pas participer à cette discipline, certainement, c'est le 800 mètres homme. Le Botswanais Massalela est en train de s'imposer, à mon avis, comme une future star du 800 mètres. Garçon, il gagne en 1,43,11, c'est la meilleure perf mondiale de l'année. Mais il y a eu 4 athlètes dans cette course qui ont fait moins d'1,44, notamment l'Américain Bryce Hoppel, le Kenyan Kenyamal et l'Algérien Moula. Mais au-delà de ça,
moi je veux m'attarder un tout petit peu sur la sensation à mon avis, c'est le Qatari Ibrahim Chout. Ibrahim Chout, on ne sait pas qui c'est. Pas d'Instagram à notre connaissance, pas de Facebook à notre connaissance. Qui est-il? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Si vous avez des informations, on est preneur. C'est ce jeune de 21 ans qui hier a tapé son record de plus d'une seconde et 2 dixièmes. Il y a 2 ans, il courait en 1,47. Là, il a fait 1,44,08 dans une course qui est loin d'être maîtrisée. On l'a vu complètement perdu pendant sa course. Une foulée exceptionnelle. 1,44,08. C'est la sensation d'après moi et peut-être ce sera le futur grand du 800 mètres. On parle de Marco Arop, de différents Kenyans, Éthiopiens, on en parle de beaucoup en Grand Slam, mais là, je vous le dis, ce Qatari, s'il tient, il peut nous faire une dinguerie. Peut-être que je m'emballe un peu trop, Alex va certainement me faire redescendre, mais ce gamin-là de 21 ans, moi, il m'a impressionné fortement. Non, Stéphane, je vais pas te faire redescendre parce que je sais reconnaître quelqu'un qui tombe amoureux et là, tu es en train de tomber amoureux. C'est vrai. Donc, il faut pas faire redescendre l'amour, Stéphane, ça sert à rien. Mais j'étais amoureux de Marina Beck et Marina Beck dopée, alors. Ah, mais c'est ça, en fait, tu as une grosse désillusion Ouais, et tu te réconfortes dans les bras de cet Ibrahim Shoot là. Donc, ouais, c'est vrai. mais c'est vrai qu'il a une très belle foulée là. Ouais. Tu m'as dit de regarder sa foulée et je suis allé la regarder. C'est vrai que c'est quelque chose. Moi, pendant la course, je l'avais pas forcément regardé, j'avais pas fait attention, mais je me suis un peu attardé sur lui et c'est vrai qu'il a quelque chose, ce jeune homme là, Ibrahim Shoot. Mais c'est vrai, c'est qui ce mec? Il sort d'où? Il faut qu'on ait plus d'infos sur lui. Il a pas de palmarès, il a jamais rien fait chez les jeunes, il court pas beaucoup. Donc attention de pas être à nouveau déçu, Stéphane, par des histoires de dopage. Donc voilà, ça, pour l'instant, il se passe rien. On va pas présager quelque chose de mauvais pour lui, mais voilà, en tout cas, on va le suivre, ça c'est sûr, et on va voir ce que ça donne pour la suite de sa carrière. Et c'est sûr que sur le 800 mètres, il y a une génération, il y a beaucoup de personnes maintenant qui font moins d'une 44. On l'a vu, ce Botswanais qui a fait une 43-11, il a un record en moins d'une 43 déjà. Et, euh, et une 42 maintenant, c'est devenu entre guillemets quelque chose de presque normal dans le 800 mètres à l'échelle internationale. Donc c'est ouf cette densité qui est en train de se créer sur cette discipline et c'est une discipline qu'on a hâte de suivre, notamment parce que nous on a un Français qui a explosé l'année dernière, Gabriel Tual, et on a d'autres Français aussi qui peuvent briller avec Benjamin Robert. On va voir quand il va faire sa rentrée peut-être prochainement, et d'autres athlètes français comme Ouerat qui a brillé cet hiver, comme Yanis Méziane qui a brillé les années précédentes. Donc on a une belle densité, nous aussi, en France, sur le 800 mètres. C'est une discipline qu'on va suivre. Ouais, on n'a pas été déçu du 800 mètres. Par contre, moi, je vous le dis, moi, j'ai été déçu du 400 mètres femme. Nasser, elle est sur tous les meetings, toutes les courses. Elle nous a sorti 49,83. On a parlé du vent, c'est pas super. Moi, je vous le dis, c'est le record du meeting de Alison Felix. Ça, c'est vrai, et Alex le souligne très bien. C'est quand même une bonne perf, 49,83. Mais moi, je vous le dis, je suis déçu. Nasser, elle court partout et elle est en train de régresser course par course. Je la trouve de moins en moins saignante et de moins en moins à l'aise. J'ai l'impression qu'elle va courir demain aux Interclubs. Je pense qu'elle va courir partout, cette fille. Donc si on la retrouve demain aux Interclubs, je serais ravi de la voir. Mais attention, Nasser, calme-toi, tu vas aller jusqu'en septembre, tu peux aller chercher un gros chrono en septembre et peut-être être champion du monde. On l'avait dit, elle avait fait sa rentrée en 48,90, puis 48,60, et là c'est la descente aux enfers. Donc si on veut aller choper un record du monde en 47,60 à la fin de l'année, Nasser, calme-toi, remets-toi dans tes compètes, tranquille quoi. Ouais, il faut qu'elle retourne un peu à l'entraînement, mais pour un petit peu atténuer la déception que tu peux avoir, Stéphane, on peut noter aussi dans cette course qu'il y a Klaver, donc la championne d'Europe en salle, la hollandaise, qui fait troisième en 51,12, ce qui est un chrono correct pour une rentrée, mais qui est quand même loin de ses standards en 49. Et je pense que vraiment, sur le 400 mètres, on va prendre le temps d'expliquer un petit peu aux auditeurs que le vent, il a un impact vraiment négatif. Quand il est de face dans la ligne droite opposée, parce que là, faut bien se rendre compte que le vent, il était de dos dans la ligne droite principale. Pour le 100 mètres, on l'a vu, les conditions étaient parfaites. Le triple saut, il courait dans le sens du 100 mètres, c'était parfait. Le vent était de dos. Donc là, il y a eu des perfs, pas de souci. S'il est de dos dans ce sens-là, ça veut dire que dans la ligne droite opposée, en face, il est de face. Et donc, ça veut dire que quand on part sur un 400, au bout de 100 mètres de course, on se retrouve face à -2, -3 de mètres par seconde de vent
et là, c'est super dur. On doit piocher déjà dans nos réserves pour garder de la vitesse, ne pas en perdre trop. Et après, quand l'acide lactique monte et qu'il arrive, quand on est aux 250, 300 mètres, on arrive avec le vent dans le dos, certes, mais on arrive, on est cramé déjà. Donc le vent de dos, il nous sert pas dans la dernière ligne droite. Donc en fait, sur le 400 mètres, sur le 400 mètres et on va en parler un tout petit peu plus tard aussi, quand le vent il est de face dans la ligne droite opposée, c'est super dur de faire des bons chronos. Et c'est un peu ce qui s'est passé hier pour Nasser, je pense. Faut pas remettre tout en question. Je pense qu'elle est quand même très forte. Elle doit valoir, à mon avis, encore là sur cette course-là, moins de 49,50 et peut-être même moins de 49,0 parce que Claver 51,12, c'est quand même pas ses chronos. Donc soyons patients, soyons indulgents avec ça et surtout ayons bien conscience que le vent de face dans la ligne droite opposée sur une course de 400 mètres, ça fait super mal. Non, effectivement, tu l'as dit, je vais nuancer un tout petit peu. C'est vrai qu'elle est quasiment chez elle parce qu'elle est du Bahreïn et c'est vrai que peut-être qu'elle a été invitée aussi, mais ça fait un enchaînement qui est un peu costaud pour moi. Avec le vent, c'est sûr que ça a pas dû aider, mais en tout cas, évidemment que j'espère la retrouver en 48,5 et en moins. Par contre, sur le vent, on est d'accord que ça aide pas sur certaines épreuves, mais sur d'autres épreuves, ça aide, et notamment le disque homme, où ça aurait dû aider un peu plus que ce qu'on a pu voir avec Mathieu Denis, l'Australien, qui a fait 68 mètres 97. C'est très très bien, mais Daniel Stahl aussi, le Suédois, 60 mètres 06, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on pouvait espérer. On s'attendait à des perfs à plus de 70 mètres. Et un tout petit peu déçu là, peut-être. Alex est d'accord avec moi? Ouais, après, j'ai pas fait trop attention dans quel sens était placée la cage de disque. Peut-être que le vent n'était pas de face, de trois quarts face, on va dire, comme ce qui est optimal pour les lanceurs de disque. C'est ce qui était le cas à Ramona, on s'en souvient, au mois de mars, là, où il y avait eu les records du monde, les perfs de fou pour Valérie Allman, les records du monde pour Alekna, et même Mathieu Denny, qui avait lancé plus de 74 mètres là-bas. Il avait battu l'ancien record du monde dans le même concours où Alekna fait 75 mètres. Mais là, 69 mètres, il fait 5 mètres de moins qu'à Ramona. On peut imaginer que les conditions de vent étaient bonnes à Doha, mais peut-être pas optimales pour les lanceurs. Parce que faut pas non plus dénigrer 68 mètres 97, donc presque 69 mètres. C'est une belle perf au lancer de disque masculin dans des conditions normales, en grand championnat, en grand stade. Là, il est dans un stade typé championnat aussi. C'est quand même une belle perf, mais effectivement, ça nous permet vraiment de se rendre compte que les perfs à Ramona étaient stratosphériques, et il faut pas prendre ça comme acquis. C'est pas ce que, entre guillemets, valent ces athlètes. Ils ont su tirer profit des conditions exceptionnelles. Et pourquoi pas imaginer aussi un classement avec vent et sans vent? Peut-être qu'à terme, la révolution de l'athlète pourrait se porter là-dessus, en mesurant le vent sur certains meetings. Pourquoi pas avoir des repères aussi pour les entraîneurs, ça pourrait être intéressant. Allez, on va parler des autres performances, mais de manière plus brève. On peut noter la victoire de Molly Caudry au saut à la perche féminin avec 4,75 m. On peut imaginer que les conditions de vent ont posé problème. De toute façon, vous allez le voir hein, sur ce meeting. Vraiment, le vent, c'était l'invité de marque, c'était lui la star, c'était pas les athlètes. Barchim quand même à domicile, forfait, Stéphane en a parlé en début de podcast. Ça c'était un gros coup dur pour l'organisation et ça n'a pas ramené autant de public que ça aurait pu, j'imagine. Et en l'absence de Barchim, c'est l'Américain qui est vice-champion olympique, Shelby McEwen, qui gagne avec 2,26 m. Donc franchement, pas ouf, on va pas s'attarder sur cette perf. Sur le 110 mètres haies, en l'absence des gros cadors, la Tinch maintenant avec Holloway qui n'était pas là non plus. Sacha Zoya, on peut le considérer comme un des cadors maintenant, n'était pas là. Trey Cunningham n'était pas là. C'est le Jamaïcain Rachid Broadwell qui gagne en 13-14. Alors attention, c'est une belle perf 13-14. Et Broadwell, c'est pas n'importe qui non plus, parce que c'est quand même dur sur les haies de courir avec le vent de dos, parce que ça nous rapproche des obstacles. On vous l'a déjà expliqué dans différents podcasts que plus on est proche des obstacles, ben plus il faut qu'on élève notre centre de gravité, qu'on saute un petit peu la haie au lieu de la franchir. Et ça, c'est très dur. Donc en tout cas, c'était, je pense, un très bon entraînement pour ces athlètes-là qui sont habitués à être proches des haies. Et Broadwell, il y a fort à parier qu'à sa prochaine course en conditions normales, il va passer sous les 13 secondes. Je vous l'annonce ici aujourd'hui dans ce podcast. Sur le 400 mètres haies, pareil, en l'absence des cadors, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. L'Italien Alessandro Siblio gagne en 49-32. 49-32, c'est une perf de niveau national. Sur le meeting national de, j'en sais rien, de 4H à Tarare, où il peut y avoir ce genre de performance.
on va dire exactement la même chose que ce qu'on a dit sur Nasser, et c'est même exacerbé sur le 400 mètres haies. Le vent perturbe énormément sur le tour de piste, et quand il y a des haies en plus au milieu et on sait que les mecs sont réglés comme du papier, papier millimétré, euh, le vent vient vraiment les perturber dans l'intervalle, et c'est très très dur de s'adapter. Donc voilà, 49-32, perf anecdotique, mais belle prise de repère et belle capacité d'adaptation pour Siblio. Et enfin, la soirée s'est terminée sur le 3000 mètres steeple féminin avec une petite surprise, la toute jeune Kenyane de 19 ans, Cherotich, qui s'offre le scalp tout simplement de la championne olympique Winfred Yavi en 9,05. Cherotich, attention, à mon avis, ça va être une athlète à suivre sur le 3000 mètres steeple, parce que, on le sait, les Kenyans sur le steeple, ils sont forts. Fort à parier que si elle améliore un petit peu sa technique de franchissement de haies, son approche des haies, elle peut être une athlète vraiment très intéressante dans les années à venir. Effectivement, pour conclure un peu tout ça, juste pour vous rappeler les deux faits un peu marquants chez les Français, c'est Agathe Guillemot, 5e de la Diamond League en 4 minutes 08, et au triple saut, Guillaume Ilonis, 3e, une bonne rentrée aussi en 14 mètres 20. J'espère qu'on va voir plus de Français à la prochaine étape de la Diamond League. Ce sera à Rabat le 25 mai prochain, donc au Maroc, avec des stars annoncées quand même. Ça arrive petit à petit. Ryan Cruiser, 3 fois champion olympique du lancer de poids américain, qui sera présent, il a confirmé. La néerlandaise Fenkebol, 3e des Jeux olympiques aux 400 mètres et aussi. La star néerlandaise sera présente, et j'espère revoir mon petit Qatari sur 800 mètres, parce qu'il y a un 800 mètres annoncé qui devrait être de très très haut niveau. On attend du 400 mètres homme, on attend Tebogo sur 100 et ou sur 200 mètres. Le planning le permettrait, en tout cas, d'enchaîner 100 et 200, et ça, ce serait sympa de voir aussi deux épreuves dans la même organisation. Il y aura du 800 mètres femmes, donc un gros meeting qui s'annonce encore plus impressionnant que ce qu'on a pu voir hier à Doha. Donc on a hâte de vous retrouver à Rabat le 25 mai prochain. Ouais, on se donne rendez-vous très très bientôt. Bons interclubs à tous, on le sait, là c'est le week-end tant attendu toute l'année. Donc à très bientôt les amis.